Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Vous êtes le fondateur, vous êtes le patron de RealEsTech, qui est en fait une fédération, un regroupement de toutes les startups françaises qui s'occupent de l'immobilier et de la high-tech dans l'immobilier, d'où le S-Tech, jeu de mots à l'anglo-saxonne, si j'ose dire. Immobilier et high-tech, on va d'abord parler de ce qui s'est passé là, ces jours-ci, l'adoption définitive de la loi Elan. C'est une loi qui a eu diverses destinées. Quel est son principal apport ? Je pense que le principal apport de la loi Elan aujourd'hui, c'est d'essayer de pousser à la professionnalisation du secteur, donc à la fois la professionnalisation du côté des acteurs du monde HLM, du logement social, où l'État les pousse à vendre une partie de leur parc, très peu, 1% seulement à l'année, mais à se concentrer, à être plus efficace. Et de l'autre côté, c'est fluidifier, améliorer les relations entre le propriétaire et le locataire. On voit bien que depuis très longtemps, c'est une sorte d'opposition qu'on crée, un antagonisme entre les deux. Et ça s'est compliqué au fur et à mesure des lois. Et ça n'a cessé de se compliquer. Donc aujourd'hui, on a des comportements, des dérives qui sont apparus avec, par exemple, le fait de prendre la caution du locataire à chaque fois que le locataire ne paye pas son dernier mois de loyer. Et donc ces comportements-là, on essaie de les réduire pour recréer quelque chose de confiance entre les deux, un rapport de confiance entre les deux. Il y a beaucoup de professions qui n'ont pas apprécié en tout cas cette loi, les discussions. Je pense aux architectes, je pense à tout ce qui relève du lien avec les bâtiments de France, je pense aussi à tous ceux qui représentent les associations d'handicapés qui s'étaient inquiétés de voir que les normes de construction pour les handicapés avaient été réduites. Oui. Tout ça est derrière nous. Ces deux groupes ont contesté cette loi, du côté des architectes, parce qu'effectivement, il y a des possibilités de construire avec un moindre recours à leurs services, pas sans recours à leurs services, mais moindre recours. Et du côté des associations de handicapés, puisque désormais ce ne sera plus 100% des logements qui seront directement mis en place pour nos handicapés, mais qui seront adaptables aux non handicapés et 10% qui seront réservés. Ces mesures qui, je pense, moi, vont dans le bon sens, permettent quand même de construire plus. Et c'est là aussi notre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le toit, le bâtiment sont une ressource rare. On a de plus en plus de gens qui ont du mal à se loger, qui se logent avec difficulté dans des zones toujours plus concentrées. On le voit avec les métropoles parisiennes, mais aussi dans d'autres métropoles régionales. Et donc notre enjeu, c'est d'offrir un toit à tout le monde. Est-ce que cette loi peut avoir rapidement des effets sur précisément l'offre de logement, l'offre de foncier et la rapidité de construction? Non, et c'est la réponse est assez claire dans mon esprit. Donc l'efficacité immédiate de cette loi, non. Elle est assez limitée quand même, tout simplement puisque l'immobilier est quelque chose qui se construit au long cours. Ce sont des cycles longs. C'est des cycles très très longs. Et donc cette loi va dans le bon sens. Elle permet d'impulser des changements culturels qui vont permettre de faire évoluer un immobilier français qui était plutôt sclérosé, en tout cas qui avait peu changé depuis des années, mais les effets seront quand même au long terme. Un des sujets qui est traité depuis très longtemps, en tout cas qui est posé sur la table depuis très longtemps, qui est la limitation du nombre de recours possibles face à un permis de construire ou un projet de développement de tel ou tel aspect d'un bâtiment. Est-ce que ça a été traité par la loi ? La loi le traite, mais de manière minoritaire. Ce qui a été important dans ce domaine-là, c'est une décision de la justice il y a quelques mois qui a été assez dure envers quelqu'un qui était un professionnel du recours abusif et donc qui a fait en sorte que ces professionnels, parce que c'est souvent des gens qui se constituent en association et qui en font leur métier. Et qui en font un métier et qui cherchent à gagner de l'argent à partir de ça. Aujourd'hui, c'est un comportement là aussi que la justice essaye de supprimer. Alors dans votre association RealEsTech, vous avez établi un classement des 100 leaders de demain dans l'univers du bâtiment, du logement, de l'immobilier et de la haute technologie. C'est quoi le principe de ce classement ? Ce classement qu'on a construit avec l'Institut Choiseul et son président Pascal Laureau avait pour but de répliquer un peu le classement des 40 leaders économiques de demain. Là, cette fois sur la thématique de la ville. Pourquoi la thématique de la ville ? C'est que d'une part, l'immobilier et la ville sont un secteur qui a souffert un peu d'une image un peu sclérosée par le passé. Ce n'était pas là où se dirigeaient naturellement les talents, c'était la finance qui les absorbait, la nouvelle technologie, mais assez peu la ville. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une matière qui attire les talents. On a fait ce baromètre des 100 talents, et 100. Il y en a beaucoup. 100 sur différents secteurs. Sur différents secteurs, mais on voit qu'il y a une vraie appétence et qu'il y a des talents qui rejoignent ce secteur. Le deuxième point, c'est qu'on voit que c'est un produit qui peut être un produit d'exportation, parce qu'on voit que la ville à la française, aujourd'hui la ville, tout le monde s'y concentre, 50% de la population mondiale en 1950 dans les villes, en 2080 on sera à 85%. Mais il y a une ville à la française ? Et il y a une ville à la française. La ville à la française, c'est une ville qui mêle une action publique avec une action privée, donc qui ne laisse pas que les intérêts privés au sein de la ville. Et dans le classement, on a fait une part belle aux aménageurs et aux politiques. La ville à la française, c'est une ville qui ne vire pas dans le tout sécuritaire, dans le contrôle. Et c'est quand même ces villes un peu dystopiques qu'on commence à voir apparaître aujourd'hui en Asie ou même en Amérique du Nord, avec des villes qui exercent un surcontrôle, les fameuses
certaines smart cities prennent un virage parfois un peu dérangeant. Hein. C'est-à-dire qu'en Chine, récemment, la vidéosurveillance a été couplée avec des logiciels permettant de lire sur les lèvres. Donc, en plus de voir ce que vous faites, la Chine. On sait ce que vous faites. Ce n'est pas une grande démocratie. Non, mais ce schéma-là se réplique aussi dans d'autres métropoles asiatiques. Et donc, la ville à la française, c'est celle qui permet d'avoir un intérêt public et un intérêt privé et d'avoir une protection, je dirais, de la vie privée. Et c'est un produit qui peut être un produit d'exportation demain, parce que ces villes du futur, il faut les construire. Une ville clé en main? Pas une ville, mais un mode, une façon de faire avec la plateforme technologique qui va derrière, puisqu'auparavant la ville, c'était souvent de l'aménagement, donc on l'a exporté par le passé, des compétences d'aménagement pour aménager d'autres villes. La question, c'est qu'aujourd'hui, on peut exporter la plateforme technologique, tout ce qui va être, tous les outils, les fameux IoT qui vont se greffer sur cette plateforme. Alors j'ai regardé un petit peu votre classement, il y a différentes sections, encore une fois, différentes spécialités. J'en prends une, vous avez distingué Jean-Didier Berger, qui est le maire de Clamart. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier qui mérite qu'il soit parmi les 100 leaders de demain? À Clamart, il a fait sortir de terre un quartier entier qui va permettre, près de l'étang, qui va permettre vraiment aujourd'hui d'accueillir de nouveaux habitants. Il y a plein de villes qui font des quartiers nouveaux. Qu'est-ce qu'il y a de... Ce quartier nouveau répond à deux caractéristiques. C'est que d'une part, il permet de densifier, donc vraiment de répondre à ce besoin de construire des logements à cet endroit. Et puis avec une démarche esthétique, alors, il s'est librement inspiré de l'immobilier haussmannien, mais avec une démarche esthétique très forte et très affirmée, pour qu'on n'ait pas parfois ces impressions qu'on voit dans certains quartiers franciliens ou des immeubles parfois très récents. On voit que l'esthétisme n'a pas été mis au cœur du projet et que très rapidement il y a une dégradation de l'environnement. Une injure architecturale. Qu'est-ce qu'il y a de technologique dans ce que vous venez de me dire? Là, il y a pas de... Je dis encore une fois, Real Estate, c'est la ville, la technologie. Qu'est-ce qu'il y a de technologique? C'est l'innovation. C'est l'innovation et la ville, Real Estate. Et donc, c'est une innovation qui peut être technologique, pure techno, mais qui peut être aussi marketing, commercial, qualité de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir une réflexion sur les quartiers de ville, la façon dont les gens peuvent les appréhender et dont ils peuvent résister au temps, puisqu'on voit bien que la force du haussmannien, par exemple, c'est sa capacité à résister au changement des habitudes et d'usage. Et au mode. Et au mode. L'échec des années 60, ça a été justement la façon dont quelque chose qui était très attractif au début des années 60. Les grands pavillons, les grands ensembles n'a pas résisté au temps et au bout de 20 ans a été dégradé. Et donc la question, c'est comment on crée un immobilier qui est capable de résister au temps et à ces cycles un peu plus longs. Pour ça, il faut se méfier des architectes? Il ne faut pas se méfier des architectes, mais je pense qu'il ne faut pas leur donner non plus une place qui devienne bloquante dans le système. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une dimension, et si on retourne vers de la technologie, on a de l'industrialisation de l'immobilier qui est en train de se passer, de la production, de la construction. Et cette industrialisation de la construction avec des modules, des panneaux qui sont faits en usine, donc pas sur le chantier, qui sont juste assemblés sur le chantier, il pousse à ce que le rôle de l'architecte se transforme, soit de plus en plus intégré au constructeur, qu'il devienne non pas un architecte artiste, mais un architecte ingénieur qui va venir apporter des solutions. Merci beaucoup, Robin Rivetton. Merci à vous.